Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Comme promis la semaine dernière, nous allons retrouver Christophe Lepetit pour la deuxième partie de discussion autour de l'impact économique du PSG sur les 10 dernières années et peut-être sur les 10 prochaines. Il y a forcément un lien avec la chronologie de l'historique récent du PSG. Alors, l'innovation et l'ambition, bon, elles sont un petit peu finalement transversales. Elles s'expriment encore aujourd'hui, mais elles s'exprimaient très fortement en 2011 quand ils sont arrivés, quand QSI est arrivé à la tête du Paris Saint-Germain. Elle a été symbolisée par les injections très rapides de revenus dans le club, les recrutements immédiats de quelques grandes vedettes internationales, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Javier Pastore pour les premiers arrivés, et puis ensuite tous les autres, évidemment. Et donc, on a eu finalement une ambition très forte, un coup d'accélérateur très, très fort dès le départ. Et puis, c'est vrai que très, très rapidement derrière, le club s'est attaché finalement aussi à créer de la valeur et à se valoriser, notamment en construisant des choses assez solides sur tous les postes de revenus qu'il pouvait maîtriser. Ces revenus matchday en particulier. Le Parc des Princes a été transformé dans sa structure. Ils ont optimisé pas mal d'espace. Ils ont fait déménager le siège social qui était hébergé au Parc des Princes pour le mettre à quelques kilomètres. Boulogne, effectivement, mais tout ça pour récupérer des espaces au Parc des Princes et donc pour pouvoir, comme on le met dans l'étude, eh bien, travailler l'offre tarifaire, segmenter l'offre tarifaire pour donner le maximum de valeur à chaque siège, tout en jouant dans un stade plein et avec de l'ambiance. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on peut insister parce qu'ils auraient pu finalement complètement aseptiser leur stade. Mais dans l'intervalle, on a aussi vu le retour des ultras. Donc, on voit qu'il y a quand même la volonté d'avoir de l'ambiance dans ce stade avec un équilibre à trouver entre les différents publics. Et puis, deuxième élément, c'est aussi tout ce qui a été fait sur le sponsoring. Et donc là aussi, il y a eu de la création de valeur qui s'est matérialisée par des partenariats un petit peu innovants, en tout cas qui sortaient des partenariats classiques qu'on voyait dans le foot, avec le monde de la mode, avec le monde du cinéma, etc. Donc des choses qui ont contribué à changer l'image du Paris Saint-Germain, peut-être à en élargir l'audience, en allant toucher des gens qui n'étaient pas directement sensibilisés au football et aux résultats sportifs, mais qui pouvaient aujourd'hui et qui peuvent aujourd'hui eh bien s'affilier à la marque PSG parce que c'est une marque jeune, cool, lifestyle, qui parle à beaucoup de monde. Et il y a peut-être aujourd'hui dans le monde, il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui s'affichent avec des choses du Paris Saint-Germain, alors même qu'ils ne sont pas forcément fans ni de foot, ni du Paris Saint-Germain. Donc, travail de création de valeur qui a été fait et accéléré sur la période 2015-2020. Et puis, bien sûr, un engagement maintenant qui est incontournable, l'engagement social, sociétal, avec le plan RSE, qui, à mon avis, va prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Je pense que vraiment, ils vont investir de plus en plus et augmenter les actions qu'ils portent à travers la fondation ou le fonds de dotation. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place et aussi probablement maintenant un engagement environnemental beaucoup plus marqué, beaucoup plus fort. Voilà, ils ont mis en place des choses depuis 2017. On sent que c'est des choses qui sont vouées à prendre beaucoup d'ampleur. Effectivement, à aucun moment on a entendu parler d'un départ déjà. Donc, si ça peut rassurer les supporters du PSG, si tant est qu'on nous l'ait dit, si jamais ils en avaient la volonté. Non, mais blague à part, effectivement, on sait que l'investissement de QSI au Paris Saint-Germain, il s'inscrit plus largement dans la stratégie de soft power du Qatar. Et donc, on pouvait se poser la question, elle n'était pas illégitime, de savoir ce qu'il allait advenir de cet investissement-là post-Coupe du Monde 2022, qui est quelque part la cerise sur le gâteau, la finalité de la stratégie de soft power du Qatar. Je pense vraiment, moi, à titre très personnel, et ça n'engage que moi, hein, ça n'engagera évidemment pas le club, mais que on n'a pas vocation à voir QSI quitter le Paris Saint-Germain sitôt la Coupe du Monde jouée. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois quelques faisceaux d'indices, quelques preuves qui me font penser qu'ils sont encore là pour quelques temps, et en particulier le projet qu'ils ont du côté de Poissy, le projet de training center à Poissy, qui sera livré en deux phases. Une première phase qui sera achevée en 2023, donc la phase essentiellement sportive, qui verra les terrains d'entraînement et le regroupement de l'ensemble des équipes sportives du club. Mais il y a aussi derrière ce projet derrière cette première phase, pardon, une seconde phase avec un projet territorial bien plus important, la création d'une véritable zone d'activité qui est prévue pour être délivrée de façon un petit peu décalée par rapport justement à la phase sportive
d'ici 2024. Et donc, moi, je les vois mal, si tu veux, quitter le navire avant d'avoir ne serait-ce que inauguré cette partie-là, inauguré ce grand centre qui est travaillé d'ailleurs avec les acteurs locaux. Et donc, je les vois mal quitter le club. Et quelque part, j'ai envie de dire que même s'ils devaient quitter le club, et j'aurais peut-être pas tenu le même discours d'ailleurs il y a ça 5 ans, aujourd'hui, pas. le club a vraiment, le club a vraiment acquis de la valeur. Acquis de la valeur, ils ont construit quelque chose. La marque, ils ont renforcé la marque. Je veux dire, les études de valorisation qui sont celles de Forbes, mais il y en a d'autres qui sont faites, y compris chez nous en France. Je crois que tu connais bien ce sujet-là. Je pense que si demain QSI voulait vendre le Paris Saint-Germain, euh, le club est aujourd'hui un club qui gagnait de l'argent avant la crise, qui avait développé des partenariats très ambitieux, très importants avec Nike, avec Accor, avec Jordan Brand également, enfin Nike Jordan Brand. Et donc, je pense que si tu veux, même si QSI était vendeur, il y aurait forcément des repreneurs très solides qui seraient intéressés par le Paris Saint-Germain. Et quelque part, le club est aujourd'hui, serait éventuellement moins sensible, je pense, à un départ qu'il ne l'était il y a 5 ans. Mais encore une fois, je ne pense pas du tout que ce soit dans la tête des dirigeants aujourd'hui de vendre ce club-là à très court terme. Enfin, rappelons-nous d'où on part. Hein. Enfin, le Paris Saint-Germain en 2010 sort de 10 années très compliquées sportivement, évite 2 fois la relégation, a des grosses difficultés avec ses supporters, ne joue quasiment plus jamais la Coupe d'Europe, ou en tout cas quand il la joue, il n'y a pas de résultat probant. Je pense qu'aujourd'hui le club est champion quasiment tous les ans. Bon, effectivement, pas cette année, ni l'année où Monaco avait une équipe d'anthologie. Malgré tout, sur la décennie, ils ont gagné 7 titres, je crois, si je ne me trompe pas, de champion de France. Donc, on a un club qui a énormément progressé sur cette décennie-là et qui aujourd'hui est l'égal des plus grands clubs qui sont dans leur championnat, Real Madrid, Barça, Juve, Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, etc. Ce sont des candidats récurrents au titre de champion de leur pays. Ils l'obtiennent quasiment tous les ans. Alors, des fois, ça, je pense qu'il y a un petit peu plus de densité de compétition chez certains de nos voisins, d'autres sujets qu'on pourra aborder dans une autre émission. Mais en tout cas, ils gagnent tous les ans leur titre, ou quasiment. Et ils sont tous des candidats chaque année à la victoire en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est un club qui est dans cette catégorie de clubs-là. Et donc, maintenant, je pense que s'ouvre une nouvelle phase, qui est une phase de développement à nouveau, durant laquelle, après avoir été plutôt, on va dire, en rattrapage des autres clubs, eh bien, le Paris Saint-Germain va peut-être être en leadership de ces grands clubs, en créant des partenariats, en créant des choses un peu innovantes que les autres clubs lui envieront peut-être et chercheront aussi peut-être à imiter. Donc voilà, on a un club qui s'est transformé, qui est passé d'une position de rattrapage à une position de leader de tous ces grands clubs européens. Donc on verra ce qu'il en sera dans 10 ans. J'espère qu'on reparlera d'une étude qu'on aura faite dans 10 ans en espérant pour les supporters qui nous écoutent et pour le supporter du PSG que tu es, que viendra enfin cette victoire en Ligue des Champions qui finira très probablement par venir si le club poursuit sur cette voie. Il y a une nouvelle plage de progression qui s'ouvre devant le club. Et effectivement, les résultats sportifs, y compris sur la scène européenne, et les épopées qu'ils pourront avoir. Cette année, c'était une belle épopée. Bon, ils perdent en demi-finale, certes, mais ils éliminent le FC Barcelone, ils éliminent le Bayern de Munich. Ce qu'ils n'avaient pas fait l'année dernière, et quelque part, l'an dernier, ils auraient pu gagner cette Champions League avec ce Final 8, mais en ayant eu un parcours moins ronflant. Et ils n'auraient peut-être pas gagné le cœur des Français, comme tu le dis là. Je pense que justement, l'échec fait partie de la construction aussi du sport et de la construction de l'affection qu'on porte à une marque sportive ou à un club sportif. Ces échecs, ils font les gorges chaudes des adversaires et de ceux qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain, mais ils renforceront demain aussi et nous rendront cette victoire que plus belle. Rappelons-nous que Chelsea, qui vient de gagner sa 2e Ligue des Champions, ne l'avait gagnée avant qu'en 2012, si je ne me trompe pas, 10 années après l'arrivée de Roman Abramovich. Donc voilà, c'est quelque chose qui se construit. L'échec, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'affection qu'on peut porter à une marque, les grandes victoires aussi. Et donc, il y aura eu des grandes victoires. Et un jour, peut-être l'an prochain, peut-être les années suivantes, ils finiront par gagner. Et effectivement, ils gagneront, là encore, le cœur de certains Français qui aujourd'hui ne l'auraient pas encore ouvert.